savez, à cette époque-là, encore, son carbure à coup de 7-8 enfants par femme, donc il y a quand même une certaine marge de manœuvre, même s'il y en a un qui part faire sergent en Cochinchine, ou un autre qui part planter de la canne à sucre à Porto Rico, eh bien, il y a quand même moyen de garder, n'est-ce pas, les maisons droites et de conserver les terrains et les troupeaux. Alors cette Corse de la fin du 19e, oui, elle va se replier sur elle-même, elle va être très pauvre, mais Maino Strivetti, il avait maîtrisé d'une telle manière qu'il n'avait pas besoin de grand monde au final. C'était pauvre, mais ils avaient une telle connaissance de leur sol, ils étaient tellement adaptés, ils étaient parfaitement capables, avec ces communautés, cette structure villageoise, d'affronter bien ceux qui venaient en face. Et puis là, va arriver la guerre de 14, elle va scier des bras dans toute l'Europe, mais en Corse, ça va intervenir dans un pays qui est déjà très affaibli. Et puis la Seconde Guerre mondiale va arriver, elle va porter le dernier clou et sans doute le plus douloureux pour fermer le cercueil. Il y a un chiffre qui est très simple. Au début du siècle, en Corse, nous sommes 330 000 habitants. C'est-à-dire ce qu'il y a à peu près aujourd'hui. Ils vivent pour la plupart dans les villages, dans une société qui est agro-pastorale, qui est productive et qui accessoirement est intégralement corsophone. On arrive dans les années 60, il reste péniblement 160-170 000 habitants dans l'île, dans une terre qui a accumulé un retard économique indescriptible et qui est déjà quand même méchamment aliénée d'un point de vue culturel. Ce sont des villages entiers qui se sont vidés. C'est un monde, en fait, qui s'est effondré. Et à ce moment-là de l'histoire, on a perdu l'Algérie. Depuis Paris, on s'est rendu compte que la France s'en allait plus de Dunkerque à Tamanrasset, mais que ça s'arrêtait désormais à Bonifacio. Donc on s'est dit pourquoi ne pas recréer quelque chose. Et des grands projets pharaoniques ont commencé à voir le jour, avec des parcs d'immeubles immenses qui se sont construites quasiment un peu à l'américaine, quoi, sur les ruines d'un monde qui était encore fumant. Alors, le chant qui suit, on va simplement évoquer un petit peu ce qu'étaient nos anciens, i nostri vecchi. Cette société qui s'est effondrée quelques décennies avant que nous ne venions au monde. On va essayer de visualiser uno dei nostri paesi, un de nos petits villages. Regardez les terrasses de culture qu'il y a autour. Vous les voyez? Eh bien, il n'y a pas encore de villa avec une haie de laurier rose et un chien de merde qui vous aboie dessus quand vous passez. Il n'est pas encore là. Elle est encore plantée. Il y a des jardins en bas et puis au-dessus, on a planté le blé. Vous regardez le muret, c'est le début de l'été. Vous n'avez pas encore des hordes de jeunes en survêt qui scrollent sur un téléphone à 1 200 € en vêtements de marque du matin au soir, en s'appelant frères entre eux, de frapper entre à cette époque-là, lorsqu'on est jeune, en Corse, on n'a pas cette chance, en fait, d'une certaine manière. Lorsqu'on est jeune à cette époque-là, eh bien, on n'a pas le choix. On est déjà dans les champs, on a une faux à la main, puisque ce blé, il faut le couper. Et une fois qu'il est coupé, on va le passer dans l'air. On va le passer dans l'air au pas des bœufs pour en extraire le grain. C'était le moment d'entonner un chant. Un chant qui était quasiment chamanique, puisqu'il en appelait aux puissances souveraines pour que le grain soit bien rond, pour que la récolte soit bonne, tout en hypnotisant, donnant un rythme au pas de l'animal. Ce moment de travail et ce chant, il porte un nom en Corse. Si chiama Adriviera.
Il